Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille, consacrée pour sa partie artistique à Maurice Denis, dont nous avons visité l'exposition dans son prieuré, voilà, dans une banlieue chic de la région parisienne. Ouais, à Saint-Germain-en-Laye. Et ouais, effectivement, jeudi dernier, on a pris la ligne A du RER, direction Saint-Germain-en-Laye. Là, on a marché une 10-15 minutes depuis la sortie du RER pour arriver au musée Maurice Denis. Et ce musée Maurice Denis, effectivement, c'est un beau bâtiment qui a été classé monument historique, qui a été construit à la fin du XVIIe siècle et qui était au départ un hôpital général royal pour les indigents. Et il a gardé de toute son âme. Il reste les anciens espaces de service et d'intendance, un escalier monumental à double révolution, des salles communes, plusieurs niveaux, une chapelle. Donc tout ça, ça témoigne de ce passé quand même prestigieux. Et Maurice Denis a habité Saint-Germain-en-Laye depuis son enfance. Il connaissait ce lieu. Et il a pu par la suite en fait racheter cette bâtisse. Il a eu pas mal d'enfants et il a racheté cette bâtisse qu'il a dénommée le prieuré. Alors dans ce musée, il y a également aussi une chapelle donc qui est concomitante qu'il a quand il l'a acquis, il restait peu de vestiges de la chapelle d'origine, de l'ancien hôpital royal. Donc pendant 20 ans, il a travaillé à faire de ce lieu un lieu témoin de sa foi. Maurice Denis était un peintre qui était très chrétien, qui voilà, donc il a rénové cette chapelle. Et il a travaillé même il a refait un chemin de croix, il a fait du vitrail. Enfin, voilà, il faut voir que Maurice Denis est un peintre, il est peintre, mais il est également décorateur, graveur. Il a écrit beaucoup, c'est un théoricien, un historien de l'art, et qu'il est à l'instigation aussi du groupe des Nabis. Donc on a découvert ce musée, on était quand même contents. Il y a un beau jardin, moi j'aime bien les jardins, donc c'est vrai que c'est un bel espace. Et le jardin, en fait, a été dessiné au départ par les jésuites et qui avaient imaginé un jardin propice aux retraites spirituelles. Donc il y a un grand espace, il y a un grand espace qui descend comme un théâtre de verdure avec des allées, avec différents espaces. Et un peu partout dans le jardin, il y a des sculptures de Bourdelle. Bon, une sculpture de Mayol et des sculptures de Bourdelle. Là, on était moins enthousiaste. C'est vrai que c'est quand même des grosses... c'est un peu la spécialité de Bourdelle. Voilà, c'est gros, c'est violent souvent. Enfin, on sent une certaine violence dans le travail, quoi. Voilà. Et ce qui t'a bien plu, c'est au fond du jardin, enfin c'est tout au bout du jardin, effectivement, l'ancien atelier de Maurice Denis, qui pour l'instant est fermé et sert un peu de lieu d'entrepôt, parce qu'il y a des problèmes de sécurité, mais en fait c'est un atelier qu'il avait fait construire même avant de racheter le prieuré, quand il a eu une commande je crois que c'est avec Bourdelle justement pour travailler sur le théâtre des Champs-Élysées. Il avait besoin d'un grand espace, donc il a demandé à Auguste Perret de lui concevoir cet atelier. Donc on imagine, je crois qu'il y a 9 mètres de plafond, il y a 9 mètres sur 11 sur le volume au sol. Et il y a un projet de réhabilitation, parce qu'on posait la question justement, est-ce qu'on va faire quelque chose de cet espace-là, quoi. Ouais, parce que je suis très très sensible justement aux espaces de travail des peintres. Voilà, et quand j'ai vu l'état du bâtiment, j'étais vraiment triste en me disant que voilà, encore un truc qui va peut-être disparaître. Comme au musée Bourdelle aussi, d'ailleurs, il y a les anciens ateliers de Bourdelle qui sont aussi interdits au public, hélas, cela, mais bon. Il n'y a que le musée Zadkine qu'on peut visiter et voilà, qui est ouvert au public. Mais je trouve que c'est très important de montrer justement à ce public contemporain dans quelles conditions travaillaient des artistes comme Maurice Denis, mais comme d'autres aussi. Voilà. Il paraît qu'il y a aussi l'atelier de Chanel Orloff qu'on peut visiter.
Ouais. Et oui, effectivement, je pense que la jeune fille qui nous répondait quand on est sorti du musée disait que comme tout, il y avait des problèmes de financement parce qu'il y a un bâtiment comme ça demande déjà beaucoup de frais d'entretien, quoi. Et là, ce qu'on voyait, c'est que cet atelier, pour l'instant, il y avait des panneaux de bois qui le retenaient un peu partout, donc effectivement, il peut plus être. Il faudrait complètement refaire la structure. Je pense même à l'identique de ce qu'elle était au départ, quoi. Et d'ailleurs. On l'a remarqué depuis le temps qu'on fréquente les musées de province, etc. Parce que là, on peut considérer qu'on est en province dans ce pays. Et le personnel qui fait fonctionner ces lieux est toujours très instruit de l'œuvre des peintres qui ont habité là, qui ont travaillé là, etc. Et c'était le cas donc dans ce musée où t'as parlé avec une femme qui était à l'accueil. Oui, c'est pareil. Elle était à l'accueil, mais elle était très au courant de ce qui se passait, des expositions précédentes, de ce qui allait d'expositions prochaines. Elle nous a même montré le projet de la future exposition. Enfin, oui, c'est agréable justement d'avoir toutes ces discussions comme ça qui permettent d'en apprendre un peu plus, puis de voir que les gens sont passionnés par leur métier, quoi. Oui. Et donc ce musée, il a été ouvert en 1980, donc c'est quand même assez récent. Et il a été créé par le département des Yvelines suite à une importante donation qui a été consentie par la famille de Maurice Denis. Donc, ce musée comprend le fonds d'atelier de l'artiste, l'essentiel de sa correspondance et un grand nombre de ses toiles et des œuvres qu'il collectionnait. Et donc, c'est vraiment un site majeur pour qui fait des recherches sur Maurice Denis. Moi, j'ai fouillé un peu sur le site du musée. Ils ont numérisé pratiquement toute la correspondance de Maurice Denis. Il y a un nombre incroyable de lettres scannées. Enfin, si vraiment on veut faire des recherches, on trouve énormément de choses. Alors, je pensais trouver des petites lettres à lire, mais en fait, les écritures sont difficilement lisibles. Il faudrait, voilà, c'est pas si facile que ça, mais il y a vraiment une grosse masse de renseignements sur le site du musée, quoi. Alors sinon, on va voir qui est ce Maurice Denis qu'on a un petit peu découvert là-bas. Donc il est né en 1870, il est né à Granville, dans le département de la Manche, en Normandie. Son père est employé au chemin de fer et sa mère est modiste. Donc ses parents habitent donc Saint-Germain-en-Laye, et lui c'est là qu'il va y résider toute sa vie, et il passe l'essentiel de ses vacances en Bretagne. Et il fait des études au lycée Condorcet à Paris, et là il va rapidement rencontrer Édouard Vuillard, Paul Sérusier et Pierre-Xavier Roussel. Et il se forme en fréquentant le musée du Louvre, il voit les œuvres de Fra Angelico, qui détermine quand même sa vocation de peintre chrétien. Ensuite, il va découvrir Pierre Puvis de Chavannes, et il étudie simultanément à l'école des Beaux-Arts, puis à l'Académie Julian. Et en 1888, il la quitte, la jugeant trop académique. Et là, il rencontre Paul Sérusier, et c'est là qu'ils vont se retrouver dans un petit café, je crois qu'ils disent du Passage Brady, pour parler de l'art et fonder ce groupe des Nabis, et il en devient le théoricien. Je crois qu'il a vraiment beaucoup écrit, et les Nabis veulent dire prophète, en fait. C'est l'hébreu. Voilà. Donc les Nabis cherchent en fait des voies spirituelles, ils cherchent un peu à se démarquer, aller au-delà de l'impressionnisme. Et Denis va découvrir la peinture de Paul Gauguin, qui aura une grande influence quand même sur la suite de son œuvre, mais il est aussi très intéressé par l'œuvre de Cézanne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va écrire un livre sur la théorie, je pense sur la théorie des Nabis, et il va citer Paul Gauguin, alors qu'au départ, il voulait plutôt citer Cézanne. Cézanne était quand même une grande référence. Entre-temps, il va rencontrer alors Marthe Meurier. Marthe Meurier, il la rencontre en 1890. Elle est modèle et elle va poser pour de nombreux tableaux, puis il va l'épouser un an plus tard. Alors là, apparemment, c'est une très belle histoire d'amour. Et je ne sais pas si c'est par son côté très idéaliste, sa foi chrétienne. En fait, j'ai trouvé des petits encadrés où il explique que il consommera le mariage seulement après le mariage, quoi. Il n'y aura pas de relation intime avant ce mariage. Avant le mariage chrétien. Voilà, avant le mariage chrétien. Et ils auront énormément d'enfants. Ils auront 6 enfants, enfin 8 enfants. Il y en a 2 qui mourront très jeunes. Et donc
voilà. Et cette femme, en fait, va être malade, elle va mourir en 1919, donc assez rapidement. Et là, c'est pareil, elle a dans ses enfants, il y a une artiste qui s'appelle Madeleine Dinès. Alors Dinès, c'est Denis, elle a modifié son nom. D'ailleurs, la jeune femme de l'accueil du musée nous avait montré un livre, vous avez fait une exposition sur Madeleine Dinès. Et donc, ça sera la seule de ses enfants qui sera peintre. Il y aura une de ses filles qui sera poète aussi. Et voilà. Et donc Maurice Denis va vivre donc dans cette maison du prieuré avec cette femme, avec sa femme, avec tous ses enfants. Enfin, je crois qu'il y a vraiment un attachement à cette vie familiale de l'enfance. Il sublime un peu toutes les grossesses de sa femme, tout ça. Bon, après, elle est morte assez jeune. Alors, est-ce que toutes ces grossesses n'ont pas quand même accéléré Surtout à cette époque-là. Ouais. Il va parler il fait un article dans une revue qui s'appelle Arrêt critique, qu'il appelle le néo-traditionnisme. Et voilà, donc c'est une phrase qui est restée célèbre comme une profession de foi d'un esthétique nabique, interprétée comme une intuition de ce que sera l'abstraction. Voilà, cette phrase: se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Il va aussi aller sur les arts décoratifs. Il peint des grands panneaux pour les habitations de plusieurs mécènes, ce qui fait que rapidement, en fait, il va être riche. Il va rencontrer pas mal il fait la connaissance du peintre et collectionneur Henri Leroll, qui lui achète des tableaux, qui va lui commander un plafond, qu'il reçoit chez lui. Et à partir de là, il va rencontrer des musiciens, des hommes de lettres, d'autres artistes qui deviendront ses amis, comme Claude Debussy, Paul Claudel, André Gide, Francis James. Il peint souvent sa femme Marthe dans ses tableaux. Il voyage aussi, il découvre l'Italie, qui est une patrie de cœur. Il voyage en compagnie de sa femme sur les hauteurs de Florence. Donc là, il y a une petite série de paysages qu'on a pu voir dans cette exposition. Il peint aussi des baigneuses. Et ils achètent une maison à Perros-Guirec en Bretagne. Je pense que ça, c'est ses souvenirs d'enfance quand il était petit, qu'il allait en Bretagne. C'est une villa qu'il appelle la villa Silencio. Et il fait partie d'un groupe, en 1900, il fait partie d'un groupe de jeunes peintres surnommé Bande Noire par les critiques d'art, car il rejette les coloris clairs des impressionnistes. En 1906, il voyage en Provence et sur la côte, et là, c'est la lumière des bords de mer qui lui permet quand même d'exalter des couleurs d'exalter des couleurs. Il rencontre un graveur, Jacques Beltran. Les deux hommes vont devenir amis, et il fera donc des gravures, des œuvres sur bois pour ce monsieur. Donc il illustrera quand même 23 livres. Quand on voit tout ce qu'il a fait tout au long de sa vie, c'est quand même impressionnant sa production tant picturale qu'en art décoratif sur ces panneaux qu'il a fait pour des intérieurs de salon, etc. Donc il va résider une grande partie de sa vie à Saint-Germain-en-Laye jusqu'à acheter cette maison un peu plus tard qui va baptiser le prieuré. Et il continue de publier des théories. Entre les deux guerres, donc la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, donc c'est la mort de sa femme. Et ça renforce son action pour un art chrétien, dont tout ce travail d'investissement dans la chapelle, ce chemin de croix, où il va la représenter. En fait, sur les dernières années de vie de sa femme, c'est là qu'il fait tout ce chemin de croix dans cette chapelle, quoi. Et dans laquelle il fait aussi effectivement les vitraux, et il appelle le thème de Sainte Marthe. Ça avait pensé un peu à Lorjou, qui a carrément créé une chapelle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, on avait été la visiter. Ouais. Qui avait fait les vitraux, pareil, etc. Ouais. Et donc cette chapelle, effectivement, elle va servir pour des cérémonies religieuses. Il y mariera plusieurs de ses enfants. Après le décès de sa femme, il va épouser Elisabeth Gratrol. Il aura également deux enfants avec cette femme. Et c'est aussi un professeur qui va former beaucoup d'élèves. Il enseigne à l'Académie Rançon à Paris de 1908 à 1921. Et avec Georges Desvallières, il forme les ateliers d'art sacré. C'est quelque chose qui est très important. Là, ça, on le voit vraiment dans l'exposition, tout cet art sacré qui est omniprésent, quoi.
Il va recevoir même une épée d'académicien des mains de Paul Jameau en 1932. Alors j'ai trouvé un texte que je mettrai en lien sur justement tout un livre de Paul Jameau sur Maurice Denis avec des illustrations, enfin un vieux bouquin qui est complètement sur le site Gallica, donc c'est intéressant d'aller y piocher des infos. Donc là il y a une petite faiblesse dans sa ligne politique. Il est un temps proche de l'Action française, bon, ça c'est moyen, quoi, mouvement royaliste, qu'il va quitter après la condamnation du mouvement par Rome, voilà. Seconde Guerre mondiale, il est anxieux, il vit mal la présence allemande, hein, et voilà, il critique quand même, toute sa vie il va écrire un journal, donc il critique quand même discrètement mais clairement l'armistice et le rôle du maréchal Pétain. Et les nouvelles autorités le nomment sans lui demander son avis président du comité d'organisation professionnelle des arts graphiques et plastiques. Donc il va se récuser et ajoute préférer le régime des libertés et la liberté des organisations artistiques. Donc voilà. C'est un mec pas mal quand même. Oui, ça me gênait un peu cette action française. Oui, quand mais j'ai lu Sapio, ça c'est la droite chrétienne, quoi, tu vois. Ouais, il y a des faiblesses, quoi. Mais bon. Et en fait, il va mourir bêtement, il va être renversé par un camion boulevard Saint-Michel. Donc il va mourir en 1943. Voilà, il y aura des obsèques catholiques à l'église de Saint-Germain-en-Laye, et c'est là qu'il est enterré, quoi. Dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anetaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant qu'embrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui Châtelet fut et puis moine, Pierresse Bayard à Saint-Denis, pour son amour Russette et Swann, semblablement où est la reine, qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Béatrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince enquéré de semaines, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? C'est la balade des dames du temps, jadis, Georges Brassens. Mais maintenant, on va un petit peu parler donc de cette exposition qui s'appelle Les Chemins de la Nature, qui avait été présentée au château de la Roche-Jagu en Bretagne, et qui va un peu insister sur tout ce qui est important pour Maurice Denis, quoi, qui a toujours recherché un contact direct avec la nature dans laquelle il se ressourçait, que ce soit à travers ses écrits, ses dessins, ses peintures. La nature a toujours été très très importante pour lui depuis sa première jeunesse jusqu'à ses derniers jours. Il aimait bien découvrir des paysages nouveaux quand il voyageait, mais aussi même autour de chez lui, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Et il reprend donc pas mal de variations autour des lieux qu'il visite habituellement. Et on va pouvoir, à travers cette exposition, être dans la nature, à travers donc que ce soit la forêt de Saint-Germain-en-Laye, que ce soit des figures dans les paysages. Il a aussi travaillé sur les natures mortes. Et c'est Bonnard qui disait que l'art ne pourra jamais se passer de la nature. Et pour Maurice Denis, la nature est le fondement même de son art. Et ce qu'il explique aux jeunes, il leur dit: la raison d'être de la peinture, c'est d'exprimer l'amour fervent de l'homme pour la nature. N'avez-vous pas remarqué, lorsque vous revenez de vacances, qu'il vous reste autre chose que des souvenirs de sport ou de vitesse sur route?
Il vous reste la vision de la campagne, de la mer, de la montagne, l'odeur des sous-bois et des landes. Ce contact avec la nature, faites-y attention, il est bienfaisant, il est nécessaire, il est à l'origine de toute vocation artistique comme de toute grande découverte de l'intelligence. Voilà, donc ça peut expliquer ce qui a incité Maurice Denis à peindre toute cette nature, et c'est ce qu'on voit donc dans l'exposition. Il y a, alors je ne sais pas s'il y a des tableaux, toi, que tu disais que ça manquait un peu de force, ce que tu avais vu. Oui, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que presque dans toutes ces œuvres sur la nature, il y a des personnages. Ça soit des nains, ça soit on voit des petites silhouettes enfin, c'est toujours des formats assez petits, ou moyen format, mais surtout petits. Il y a presque une loupe pour les regarder, mais ça fourmille de détails, de sarabandes, de choses de nuit, etc. Mais tout ça, c'est très innocent. Il n'y a rien de pernicieux dans son travail, quoi. Mais c'est vrai que, sauf que moi, où je suis moins sensible que ma camarade de combat, parce que je suis un mec et les mecs c'est un peu brutos, quoi. Moi, pas moins sensible que les filles, sûrement. Et voilà, j'étais un peu, comment dirais-je, un peu dépité de ne pas trouver dans cette peinture, comme dans celle de Bonnard d'ailleurs, de trouver une espèce de force d'affirmation ou de transgression comme on peut s'y attendre pour des gens qui s'appelaient les nabis. Voilà, ça va un peu en contradiction avec les prophètes. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est une peinture qui m'a beaucoup plu, effectivement, parce que c'est des tableaux dans lesquels on a envie de rentrer, de partager ces moments, alors que ce soit effectivement ces forêts. On connaît les arbres de Maurice Denis. Moi, au départ, quand c'est ces tableaux-là que je cherchais, toutes ces grandes silhouettes élancées avec des troncs un peu de cerne noire. Il a toute une partie de son œuvre qui est comme ça, un peu, qui est à la limite du japonisant aussi, avec des femmes qui ont des vêtements avec des taches un petit peu, des ronds, enfin, et ces arbres qui s'élancent vers le ciel, des tableaux qui font penser aussi un peu des Bretonnes aussi qui sont là en coiffe, vue de dos, c'est pareil, bien cerné. Et voilà, il y a des tableaux de baignade, quand ce soit des baignades en Bretagne, et il y a des femmes aussi qui sont là, mais effectivement il y a une forme d'innocence, il y a un peu une célébration de la beauté en fait dans tous ces tableaux, que ce soit la beauté des corps ou la beauté de la nature, quoi. Et donc il y a aussi dans ces natures mortes, il y en a certaines qui sont très lumineuses. Moi j'ai en mémoire un compotier où il y a, je crois, c'est des pêches, et il y a vraiment une lumière qui sort de ces fruits qui est assez impressionnante, quoi. Il y a des baigneuses, et ça fait un peu penser aussi aux baigneuses de Cézanne, justement. Là oui, là vraiment. Mais là c'est pas les mêmes dimensions. Et puis elles sont un peu plus féminines que celles de Cézanne, qui sont un petit peu genre de monstre, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Il y a ces tableaux qui sont faits quand il était en Italie. Il y a toute une salle justement sur ces paysages italiens. Ah, il y en a même qui sont. Oui, il y en a deux. Oui. Comment on les appelle? Les Machiavelli, on disait il y en a un que j'ai trouvé très beau, c'est Eurydice. Il y a une très belle lumière. On est sur des rochers, donc il y a des femmes effectivement qui sont en train de danser, batifoler, voilà. Et en fait c'est l'île de Noirmoutier, mais il y a au premier plan il y a les pins de cette île, et il y a vraiment, c'est une composition quasi mythologique, hein. On a l'impression que ce sont des déesses. Oui, c'est très proche de scènes mythologiques, c'est vrai. Là, il y a une mer couleur azur, il y a un beau paysage, enfin voilà. Il a aussi beaucoup représenté des enfants, sa femme, donc Marthe. Il y a un autoportrait de lui où il est devant ce prieuré, et en fait on voit toute cette vie qui est là dans le jardin avec ses enfants, et il y a même ces deux femmes qui sont là. Je pense que sa première femme qui était décédée, et il a peint la deuxième femme, un peu comme aussi la transmission de continuer à cette vie familiale, en fait, quoi.
Donc il y a ces petits paysages, comme je disais tout à l'heure, ces petits paysages italiens, là, la voie latine. Il considérait l'Italie vraiment comme une seconde patrie, hein. Il y a fait plusieurs séjours, il était ébloui par Florence, par Sienne qui parcourait dans tous les sens, comme Rome, Venise. Enfin bon, c'est vrai que quiconque est allé à Florence ou à Sienne est complètement émerveillé, quoi. Il y a alors ça m'a fait sourire parce qu'il a dessiné le lac d'Annecy, et donc il découvre la Savoie et il dit combien j'ai changé ces dernières années, plus sensible à la beauté de ces pays de lacs et de montagnes qu'à la Bretagne, maintenant envahie et pillée, et qui n'est plus en fait des touristes la terre sauvage d'autrefois. Sommets, forêts, limpidité des eaux, décors changeant sans cesse avec la lumière. Et il note à propos d'Annecy la belle ville, les gazons, le lac, les hauteurs, les canaux, les vieilles rues à galeries couvertes. Donc ça fait sourire, parce que si la Bretagne, déjà au début du 19e, elle est pillée, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui de toutes ces stations mais si tu veux, il y a toute la côte ouest, enfin, il y a même la Méditerranée, c'est tout au 19e que ça a commencé, si tu veux, le saccage de ces magnifiques paysages. Ouais. Alors il y a un petit tableau, c'est une ferme rouge au Pouldu. Le Pouldu, c'est dans le Finistère Sud. Et voilà, ça lui rappelle sûrement son enfance avec tout ce qu'il y avait. Et il dit qu'il aurait pu, en fait, s'il n'avait pas été peintre, il aurait pu vivre là. Il y a mis du curé et du maire, de tout le monde, dans un bourg de pêcheurs, humble, paisible et content sous le regard de Dieu. Loin de ce bruyant et riche tout Paris qui m'obsède, j'aurais plein les églises pauvres d'alentour. Et pour ne pas être oublié tout à fait, chaque salon m'aurait vu apporter ma toile, conception éclose à l'air parfumé de la Bretagne. Donc il y a une certaine quand même simplicité aussi, voilà, alors qu'il a fait des choses énormes, enfin des grandes œuvres. C'est la nostalgie de la simplicité qui est toujours présente quand on a réussi. Et il y a un bel arbre aussi, je crois que c'est un pommier en fleurs. Et moi, ça m'a fait penser à une des dernières œuvres qu'a peint de Bonnard à la fin, quand sa femme meurt, là, qu'il a fait un amandier en fleurs. Et il y a vraiment une similitude dans les deux arbres qui sont vraiment la force du printemps qui arrive, quoi, la renaissance dans toute sa puissance. Voilà. Puis après, il y a des œuvres qui sont plus d'œuvres de l'art sacré, effectivement. Bon, moi, je suis moins... ça m'intéresse un petit peu moins. Si tu veux, si on parle d'art sacré, par exemple, ce peintre dont je me souviens jamais du nom, qui était l'élève de quelqu'un dont je me souviens jamais du nom... De Rouault. De Rouault, oui. Et Rouault aussi a peint, si on peut dire, de l'art sacré. Mais alors, par contre, il y a une force chez Rouault qui est malheureusement, pour moi en tout cas, absente chez ce peintre. Voilà, il y a quelque chose, il manque quelque chose. Parce que je me dis que si j'avais la foi comme lui, la foi, quoi, comme on le dit pour certains croyants chrétiens, ben, j'aurais mis un peu plus de violence dans mon travail, je crois. Parce que la vie du fondateur du christianisme, la vie du prophète Jésus-Christ, c'est une vie de violence. Voilà, c'est l'époque où s'il voulait. Mais quand même, quand tu meurs crucifié, c'est pas franchement joyeux. Et puis quand tu le fais délibérément, comme c'est, si tu veux, il n'a pas été surpris d'être crucifié, il l'a même souhaité. On peut dire que c'est quand même quelque chose d'hyper tragique et hyper violent. Ouais. Et il y a une petite salle où là justement ce sont ces carnets de croquis qui ont été agrandis, et ça c'est je trouve que c'est assez extraordinaire justement parce que il gardait toute sa vie, hein, il avait des carnets de croquis qui l'accompagnaient tout le temps depuis ses premiers voyages, et qui avec son journal était quand même son bien le plus précieux, des fois son seul bagage. Et donc il avait des croquis qui faisaient sur le motif, d'autres de mémoire, d'autres encore d'imagination. Et en fait, il y avait il les reprenait après avec de l'aquarelle. Et il y a vraiment un rendu assez magnifique. Hein. Mais c'est pas le carnet de croquis classique, on fait des petites études comme ça dans la nature et tout. Lui, il prolongeait la vie de ses croquis en atelier.
il revenait dessus, il les coloriait, etc., etc. C'était vraiment un travail au long cours, quoi, sur des petits carnets de croquis, sur des petits crobards. Il les faisait vivre longtemps avant de refermer le cahier, quoi. Voilà. C'est ça aussi qui est étonnant. C'est pas courant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des croquis dans les peintres connus, etc., etc. Mais je crois pas c'est un outil de travail aussi important que cet artiste. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette exposition qui présente quand même pas mal d'œuvres et qui nous a permis donc de découvrir ce musée que pour l'instant on ne connaissait pas. C'était une première. Bon, en tout cas, on a été vraiment très bien reçus. Voilà. Et donc cette femme à l'accueil nous a montré à la fin donc un livre de Madeleine d'Inès, donc Madeleine d'Inès, la fille peintre de Maurice Denis, et il y avait justement une exposition avant sur elle, donc c'est quand même une exposition qu'on a loupée. Peut-être qu'on reviendra sur Madeleine d'Inès. J'ai trouvé un lien avec sur sa vie, et c'est justement intéressant parce que dans son parcours elle s'est un peu distanciée par rapport à ce parcours d'art sacré, et elle a vécu avec un poète et apparemment ils ont eu une vie de bohème. Donc je trouve ça intéressant aussi, déjà qu'elle n'ait pas gardé son nom, que de Denis elle soit passée à d'Inès, et qu'elle ait une vie un peu différente tout en étant imprégnée des valeurs paternelles, quoi, et familiales. Oui, forcément. C'est difficile de se détacher des valeurs familiales quand la famille a des valeurs, quoi. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre. Il fait beau, je sors, je trouverai le bon chemin, et je me sens mieux dehors. Vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plantes grimpées, sève rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines, entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, écoutez-nous, nous relevons votre défi et nous lançons notre cri. Vivre. Planètes inhabitées, grands cailloux de l'univers, écoutez la folie de la terre. Vivre.
c'était Vivre de Michel Berger. Alors maintenant, on passe aux expositions. Donc cette exposition Maurice Denis, les chemins de la nature au musée Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Posy Simons, toujours à la bibliothèque publique d'information à Beaubourg jusqu'au 1er avril. C'est l'occasion de découvrir cette illustratrice anglaise qui est vraiment intéressante avec son regard sur la société, qui a fait pas mal de romans graphiques. Suzanne dont j'ai parlé la semaine dernière au Drawing Lab jusqu'au 7 avril, tout son travail d'aquarelliste et surtout tout ce rapport à la nature, à l'écologie, et sur ce monde des castors, comment les castors peuvent nous aider après à régénérer les sols. Un travail avec Baptiste Morisot, qui est lui-même philosophe et pisteur, très proche de la nature. Thierry Morceau graveur qu'on avait rencontré à Saint-Maur, à la Biennale de gravure de Saint-Maur, qui expose à Strasbourg à la galerie Chantal Bamberger jusqu'au 16 avril. Oiseaux, dites-nous. Secousse, c'est la nouvelle exposition de gravure à la Fondation Taylor, organisée par l'association Le Trait. C'est jusqu'au 30 mars. Là, on vous conseille vivement d'y aller. On a une copine, Marie-Christine, qui expose deux gravures. Et il y a quand même certaines œuvres qui sont aussi intéressantes, quoi. Puis c'est gratuit, la Fondation Taylor, donc ça permet toujours de voir des belles choses aussi. Désiré Lucas, Voyage vers la lumière et la couleur, au musée Eugène Carrière jusqu'au 17 mars. Chana Orloff au musée Zadkine jusqu'au 31 mars, Daumier, les baigneurs de Daumier, la Société mise à nu au musée de l'Estampe de Gravelines jusqu'au 26 mai, Balzac et les Parisiens Daumier à la Maison de Balzac jusqu'au 31 mars, Blanche de Rousse, c'est jusqu'au 10 mars, donc là c'est terminé. Et voilà, bon, j'ai fait un petit peu le tour des expositions. Je voudrais ajouter à propos de la Fondation Taylor, nous on vous parle de l'exposition de gravure, parce qu'il y a au rez-de-chaussée une exposition de sculpture mais complètement nulle, lourdingue et tout, ainsi qu'une exposition de peinture qui n'est pas beaucoup plus intéressante. Tout à fait, il faut vraiment monter au 4e ou au 5e pour voir les œuvres exposées par l'association Le Trait. Le culturel. Alors toi, tu me disais que tu avais commencé à regarder un doc sur Camille Claudel. Oui. Alors je n'ai pas regardé la totalité du doc parce que c'est la fin de Camille Claudel quand elle commence à dérailler, si on peut dire ça comme ça. Enfin, c'est une tragédie en quelque sorte. Quand elle quitte Rodin, parce que lui, elle pensait qu'elle allait d'abord avorter d'un enfant qu'elle avait de Rodin, et puis Rodin, elle a senti que c'était pas son avenir, quoi. Donc elle le quitte et elle devient peu à peu, elle se retranche dans une solitude terrible, et elle devient peu à peu, elle débranche de la vie, quoi, et puis elle devient complètement, elle déraille complètement. Je ne veux pas dire folle parce que c'est un terme qui, pour moi, est trop lourd de sens, voilà. Mais en tout cas, j'ai décroché au moment où ça devenait, ça devenait vraiment tendu, quoi, pour dire ça gentiment. Ouais, apparemment, c'est un doc qu'on ne connaissait pas. C'est Non. Camille Claudel, artiste maudite. Ça dure 3 quarts d'heure. Ouais. Voilà, je mettrai le lien, c'est en replay sur France 2. Et 3 quarts d'heure, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, et puis qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ben, tu avais vu un film qui s'appelle Argo, oui. Argo, oui, c'est sûr, si vous voulez, vous vous souvenez enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, quand l'ambassade américaine en Iran a été attaquée, assiégée, etc., et ça a duré pendant l'enfermement des Américains dans cette ambassade, ça a duré plus de 400 jours, je ne sais pas combien. Et là, c'est l'exfiltration de 6 diplomates américains qui s'étaient réfugiés dans l'ambassade du Canada et qu'un agent de la CIA spécialisé dans l'exfiltration va exfiltrer au nez et à la barbe, c'est le cas de le dire, des gardiens de la Révolution. C'est d'ailleurs, l'avion commence à décoller de l'aéroport
de la capitale de l'Iran. Téhéran, ouais. Et à ce moment-là, il y a des jeeps, etc., des gardiens de la Révolution qui arrivent sur le tarmac et qui essayent de rattraper l'avion pour le stopper, mais manque de peau pour les gardiens de la Révolution, il arrive à s'envoler. Mais ouais, tu disais, ce qui est intéressant, c'est que ça revenait sur l'histoire quand même de l'Iran, comment c'est qui Mossadegh Mossadegh avait nationalisé justement le pétrole et comment ça n'avait pas plu aux États-Unis qui ont après et à la Grande-Bretagne. C'est eux qui ont déclenché, si vous voulez, la bagarre, quoi, en installant le Shah d'Iran à la place de Mossadegh. Et c'est à partir de là, c'est terrifiant parce que moi j'ai vécu cette époque-là, j'avais un copain qui était photographe à l'agence Gamma, Guy Vassal, et qui lui était très proche du Shah d'Iran, enfin qui photographiait tout ça, il avait sa petite fille qui était la filleule de la femme du Shah d'Iran, enfin bref, une histoire assez glauque. Et si vous voulez, je découvre avec ce genre de film qui était en réalité le Shah d'Iran, qui était un tyran sanguinaire, qui faisait venir, là on le voit, qui faisait venir par le Concorde ses repas de Paris. Voilà. Non mais vous imaginez, et que quand il est parti de Téhéran, quand il s'est enfui avant d'être attrapé par les gardiens de la Révolution, il y a un diplomate américain qui dit que l'avion qui le rapatriait aux États-Unis était tellement chargé de lingots d'or qu'il a eu du mal à décoller. Non, mais vous voyez le truc. Enfin, c'est quelque chose de terrifiant parce que ça a été remplacé par les barbus et qui font la même chose que lui, quoi. Voilà. Et tu disais que dans ce film, il y avait des images justement d'archives, c'est ça qui était intéressant aussi. Ouais, parce que c'est truffé d'images d'archives et on voit, si vous voulez, la violence, le déchaînement à Téhéran des masses, quoi. Et c'est vraiment, ça fait une peur, mais alors quelque chose. Voilà, et puis alors quand ils attrapaient des gens qui étaient suspectés d'être des pro-chats, etc., ils étaient pendus sur place. Enfin, là on s'aperçoit que si vous voulez, la violence populaire, ça peut être quelque chose de terrifiant. Qui est souvent une réponse à la violence subie, accumulée, la frustration, et que, effectivement, comme la violence de l'autre côté n'a pas de limite, quand la violence populaire s'exprime, elle est aussi forcément débordante. Enfin, donc c'est Argo, on peut le revoir. Non, parce que je crois que tu l'as vu sur RTL 9 et il n'y a pas de replay prévu. Bon. Mais vous pouvez certainement le trouver en cassette ou un truc comme ça, parce que c'est intéressant, mais vraiment important de voir le déroulement de cette révolution et les causes et ce qui en résulte aujourd'hui quand on voit ce que l'Iran est devenu. Voilà. Alors moi j'ai terminé le roman graphique de Fabien Toulmé qui s'appelle L'Odyssée d'Hakim, il y a 3 gros volumes. Et c'est vraiment, alors Fabien Toulmé a rencontré ce jeune réfugié Hakim qui a quitté la Syrie, pas du tout de son plein gré. Il travaillait là-bas, il avait une pépinière et les événements, la guerre ont fait qu'il a été obligé de fuir. Il s'est marié, il a un petit garçon et sa femme en fait va pouvoir rejoindre la France avec son papa et lui il va pas être autorisé à partir. Donc en fait il va tout faire pour aller retrouver sa femme en France à Aix-en-Provence. Et donc ces 3 volumes racontent tout son parcours et ce Fabien Toulmé va le rencontrer pendant 1 an et demi, il va raconter son voyage et vraiment c'est une très très belle histoire qui nous montre, l'idée c'est de montrer qui sont ces réfugiés et c'est pas simplement un nom comme ça, c'est derrière ce sont des hommes et on voit des vies et on voit avec ce petit garçon, moi c'est ce qui m'a le plus angoissé, c'est qu'il a ce petit garçon tout le temps, même quand il traverse pour aller sur une petite île grecque là où ils ont failli se noyer, enfin et régulièrement, il va rencontrer des gens. Il y a aussi beaucoup d'entraide. Ça, j'étais assez agréablement surprise de gens qui vont lui donner de l'argent, qui vont l'aider. Là, à aucun moment, il va se faire sauvagement avoir, en fait. Bon, il va subir des rétentions un peu dans les camps et tout ça, mais en fait, il va continuer il va réussir à arriver à Aix-en-Provence. Et là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, la famille est réunie, ils vont avoir un autre enfant, mais en fait, après, il y a toutes les démarches pour obtenir des papiers et que c'est loin d'être terminé, quoi. Mais c'est un très très beau bouquin. Fabien Toulmé
est donc un scénariste, et je crois que c'est un illustrateur aussi, je crois qu'il fait tout. Et vraiment, c'est une grande qualité, une grande précision, une grande émotion dans tout ce qu'il écrit, quoi. Donc je vous conseille vraiment de lire ça. Et j'ai lu Lysistrata. Alors Lysistrata, c'est une comédie d'Aristophane qui a été écrite donc en 411 avant Jésus-Christ. Et ça, justement, c'est lors de la journée de la grève féministe de vendredi, je parlais avec des amis, dont une m'a parlé de ce livre-là. Et dans Lysistrata en grec, ça veut dire celle qui licencie l'armée. En fait, ce sont ces femmes athéniennes du Péloponnèse et qui en ont marre des guerres. Il y a des guerres tout le temps, qui n'ont jamais vu au chapitre, et en fait qui ont envie du coup de prendre le pouvoir, et elles vont, Lysistrata va convoquer toutes les femmes grecques, que ce soit d'Athènes, de Sparte, enfin pour dire voilà, on voudrait que les hommes fassent la paix, et en fait il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils fassent la paix. On va lancer une grève du sexe, et en fait on acceptera de recoucher avec nos hommes que quand ils auront conclu des accords de paix. Et donc voilà, le texte est là-dessus, et c'est assez sympa. En plus il y a un langage qui est par moments quand même assez cru, parce que ces femmes disent qu'elles sont aussi les premières à en souffrir, hein, parce qu'elles aiment bien aussi faire l'amour avec leur mari. Donc voilà, et c'est une petite pièce qui est pas très longue, mais qui donne vraiment une place importante aux femmes, comme quoi les femmes peuvent effectivement avoir un rôle important à jouer dans la société, quoi. À l'eau soupante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur Internet aracaille.fr. Et nous passons au salut à nos amanches, Claude et André de la Nation, où ils sont aujourd'hui. On les salue depuis le bas, depuis la terre, jusqu'au ciel. Claude et William, nos poteaux de Brest, dont on n'a pas de nouvelles. Ouais, ça commence à devenir un peu pénible. On espère que vous allez bien, les amis. Ouais, ou alors ils sont encore à Hawaï, quoi. Et puis les petits chats aussi. Avec les petits chats, il est confié à des copains. Jean-Paul Souvras, notre peintre, notre illustre de coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, un grand peintre et un grand humaniste. Claudine, Corinne, Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, 4 poteaux qui font dans la barbouille, et pour un des 4, Joël, dans l'escapade. Juliette Plante, une graveuse émérite dont on aime l'œuvre et la personne, en relation à Rochefort-sur-Mer, et qui, de temps en temps, se manifeste sur Radio Bigaille. Marie-Christine Béguet, une graveuse cévenole, que nous avons récemment revue, qui est montée à Paris. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge. Agnès Dubart, en relégation en Bretagne Sud. Tout ça sont des graveurs. Thierry Morciot, dont ma camarade Piquet vous a parlé, qui est un graveur sur cuivre, qui griffe le cuivre, un génie. Alice Amoroso, la plus jeune graveuse du monde, qu'on adore aussi. Sophie Villoutrex-Brage, une artiste dont nous avons fait la connaissance, du moins la connaissance de son œuvre, à Saint-Sulpice, à la dernière manifestation, qui m'a un peu secoué. Raoul Villoula, un graveur aussi de la génération de l'Alice. Colette et Jacqueline, 2 veuves de peintres éminents, Raymond Imbert et Odon. Liliane et Laurence, 2 peintres qui signent Claude Isner, dont l'une a mis les bouts. Voilà, il reste Laurence qui se retrouve toute seule devant les pages blanches. Bon courage, Laurence. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Marie-Christine et Christophe de Chevelette. Cécile de la 125e puissance, oui, Cécile, on la sent. Et on t'aime. La rousse flamboyante qui fait sa vie avec 2 émissions sur une radio ONI, 2 émissions destinées aux enfants et à leurs parents. Et c'est pas des émissions comme ça pour de rire, hein. C'est une professionnelle de l'éducation nationale, quand même. Bon. Anne-Isabelle Roubaille, c'est une peintre de Bourg-en-Marlotte. C'est la seule qu'on connaisse à Bourg-en-Marlotte.
et que nous avons découvert sur les 6 messes de la librairie L'Empreinte à Bourg-en-Marlotte, une librairie tenue par Florence Quenu. Dominique Paula d'Ardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais pas dans nos cœurs, et ainsi que sa maman Thérèse Franco, une galériste aussi très connue, qui ont fait bouger les lignes dans l'histoire de l'art parisienne, enfin même au-delà de Paris. Marie Dognaud, une galériste qui tient de la galerie Kaléidoscope, voilà, et qui nous a fait découvrir quelques artistes pas négligeables du tout. Les Champignons avec Antoine Manoury, ma camarade Piqueco est un peu triste parce qu'elle n'a pas de nouvelles. C'est une bande de joyeux musicos. Anna Sinoratska, une peintre polonaise dont on aime et admire l'œuvre. C'est une peintre, hein, je vous dis, on répète. L'émission est à l'écoute sur le blog caracaille.fr et on se finit avec Faut vivre de Mélis Belle. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran anxieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.